Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille pour une nouvelle émission Mercato. Et oui, pour parler football, on va parler football aussi dans cette émission. Il y aura une petite partie technico-tactique, mais ça sera en fin d'émission. Pour le moment, on va parler Mercato, un petit peu des supporters aussi parce qu'il y a quelques tensions sur les réseaux sociaux. Donc il y aura une humeur spéciale supporters. Et un plateau très sympathique aujourd'hui. Bilal est avec nous. Oui. De retour. Ouais. Sympa d'avoir cet été Moi, ça fait plaisir. Consultant Mercato, plein de bons plans Mercato à chaque fois. On en a des bons là. Ouais. On a fait parler les réseaux en plus. Et puis tu as fait teaser un petit peu le truc. C'est vrai aussi. Et on a quelques infos aussi de certaines rumeurs. C'est vrai. Qui ne sont pas des rumeurs, non. Ça, je garde ça pour encore. Teasing, La Dream Team Football Club de Marseille est avec nous aussi aujourd'hui avec Mourad. J'ai mis mon plus beau maillot aujourd'hui. Une équipe qui m'était chère, qui était vraiment très chère, avec des grands joueurs comme Fabio Celestini, Vedran Rougneux. Un grand attaquant, Ibrahima, elle te jamais dans nos cœurs. Que tu as pu croiser un jour. Voilà, ça m'a fait chaud au cœur. Et toi, tu me dis, mais pourquoi tu l'idolâtres? Je ne comprends pas, mais Bakayoko. Nicolas est avec nous également. De retour de vacances, je suis encore un peu en short, j'y arrive, je reviens doucement. Allez, on va y aller. De bonne humeur ou de mauvaise humeur, Mourad? Mitigé. Mitigé, c'est l'humeur de Mourad, c'est maintenant. Alors j'avais envie de revenir sur les supporters et sur les sanctions de l'UEFA parce qu'il est vrai que jeudi je me suis un peu emporté. Je ne regrette rien parce que je trouve toujours que le barème de l'UEFA est tout simplement scandaleux. Mais j'aimerais mettre un peu les choses au point. Tout d'abord rappeler que l'OM c'est une histoire sportive unique en France certes, mais c'est aussi un stade, un volcan, quelque chose qui déborde par moments. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime l'OM, c'est aussi pour ça que l'OM est aimé dans le monde entier. Et ça on est un peu en train de le dénigrer, en train de dire non mais il faut que ce soit un volcan, mais un volcan qui soit quand même à température ambiante histoire que ça monte pas trop. Ça me déplaît un petit peu, surtout quand je vois certaines insultes envers les supporters parce que ces supporters-là, c'est aussi eux qui font que l'OM a une image unique. J'invite tout le monde à se souvenir des réactions après OM Leipzig dans le monde entier, dans l'Europe entière. Tout le monde disait que c'était extraordinaire. Maintenant, on les traite de dégénérés, de décérébrés, d'un cerveau pour deux, de trucs vraiment honteux et qui me font un peu bondir. Alors certes, par contre, c'est vrai que j'ai été seulement d'un côté, je me suis révolté contre les sanctions de l'UEFA, mais les supporters de l'OM, il y a aussi des choses à leur reprocher. Et ça, on l'a pas assez fait dans l'émission la dernière fois. La principale chose que j'ai à leur reprocher, c'est le jet des fumigènes sur le terrain. Ça, c'est vrai c'est indéfendable et c'est vraiment stupide. Et ça, il faut que ça cesse. Après, on peut aussi se dire que les autorités ont tous les moyens pour interpeller les personnes qui justement jettent les fumigènes sur le terrain. Ça, c'est stupide de jeter des objets sur le terrain. Il y a la casse aussi, à la limite, même si ça, je pense que ça a été un peu surfait, notamment de notre ami Jean-Michel Aulas qui est un peu appuyé là-dessus. Donc voilà, ils ne sont pas tout blancs, c'est clair et net. Il y a des choses à leur reprocher, mais on ne va pas non plus dire que ces sanctions-là, elles sont proportionnelles aux actes commis. Certes, il y a des choses à leur reprocher, il y a des amendes à mettre au club de supporters, il y a peut-être des personnes à interpeller. Oui, il y a des choses à faire, il y a des choses à punir chez les agissements des supporters de l'OM. C'est clair et net. Et une autre chose aussi, j'aimerais être clair parce que je m'emballe contre l'UEFA, mais j'ai surtout envie que l'Olympique de Marseille réussisse sportivement. Et réussir sportivement, c'est aussi réussir avec le stade, réussir avec l'ambiance. J'ai pas envie de voir mon club sanctionné d'une exclusion en Coupe d'Europe. Donc j'ai pas envie qu'il y ait des fumigènes dans le stade ces 2 prochaines années. Il faut que ce soit clair et net. Après, j'ai aucune leçon à donner au groupe de supporters. Je me dis simplement qu'ils sont en face d'un gros challenge. Essayer de contrôler d'énormes masses de personnes qui leur obéissent pas toujours. Donc ça va être un gros défi, un gros challenge pour eux. Et surtout, j'espère qu'ils ne vont pas perdre cet esprit contestataire qui déborde parfois un petit peu. Mais il va falloir qu'ils débordent de manière différente, avec des banderoles, avec d'autres choses. Donc voilà, ils sont en face d'un gros défi. Mais surtout, ne les dénigrons pas parce qu'ils sont très importants dans l'idée de ce qu'est l'Olympique de Marseille, dans l'ambiance qu'il crée à Marseille. Et c'est pas les virages, c'est pas les tribunes Gannet et Jean-Bouin qui vont remplacer les virages du Vélodrome qui sont un peu trop par moment, mais qui sont aussi l'Olympique de Marseille. Donc voilà, arrêtons de les insulter, de décérébrer, de choses comme ça. Allez, on passe du coup au Mercato. Point Mercato, un point score. Où en est-on chez Balotelli? Non, toujours pas. Il fait des exters sur les barres transversales, on m'a dit.
dernièrement. Je ne sais pas si c'est un sur externe, mais en Instagram. tout cas, il a fait le Ouais. crossbar challenge. Ouais. Il assure. Après avoir marqué de Ouais. derrière le but aussi. Mais lui, il est concentré sur le sportif, hein, le reste, il s'en fout. Hein. Alors messieurs, la grosse rumeur, parce que là on s'égare, c'est Giroud qui est de retour. Voilà, ça y est, la rumeur, Giroud est Saison de 2. retour. Saison 2. Et Ah, je suis obligé. qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Ah ben, malheureusement pour tous les grands supporters et fans de l'OM, j'ai un de mes amis les plus proches qui est très 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 proche d'Olivier Giroud. Et Aïe. c'est totalement Attends, donc c'est là où on met le bandeau Breaking. breaking. C'est- breaking news. C'est breaking news les gars. Ah, alerte proche du dossier là. Pas à Marseille et surtout pas à Marseille, comme il a annoncé l'année dernière, et il va pas changer du jour au lendemain. Il est champion du monde, il a son contrat à Chelsea. Il y avait l'Atlético qui l'a contacté, un réel contact d'Atlético, mais Marseille, les gars, c'est du fantasme. C'est mort? Et je dirais même plus que c'est très très surprenant de la part de la direction d'essayer de mettre un coup de pression sur Balotelli en prenant Giroud. J'aurais peut-être tenté sur un autre joueur. C'est-à-dire, c'est un contre-feu. Bon, c'est quoi? C'est un coup de pression Ouais, c'est un coup de pression. C'est un contre-feu. C'est un contre-feu aussi. On se- On parle un peu de Giroud, du coup, on parle moins de Balotelli. C'est ça. aussi- c'est ça surtout. Oui, mais est-ce que c'est le coup de pression dans les négos qui avancent plus avec Balotelli? C'est aussi pour les supporters, je pense. Ouais, c'est Montrer pour que dire, on l'OM va il travaille ailleurs, sur quoi. d'autres dossiers, qu'il n'y a pas que Balotelli dans la vie. Bah, Bon. Bizarrement, il y avait un reproche qui était beaucoup fait sur les réseaux sociaux dernièrement aux dirigeants de l'OM, c'est de se concentrer uniquement sur un dossier, et d'être monomaniaque sur Balotelli. Là, d'un coup, on et, est puis, sur tous les fronts. et puis là, d'un seul coup, poum pam boum, en un week-end, ça sort dans tous les sens. Et des dossiers qui sont moyennement crédibles quand même. Ça sent le réchauffer quand même. Et en plus, on sait de qui c'est sorti. Donc on sait quand ça sort par cette porte-là, c'est qu'automatiquement, ça va toucher tout le monde. Mais c'est qu'on lui a peut-être dit au club aussi. C'est sûr et C'est certain. ça C'est aussi. ça, c'est ça. Donc après, lui C'est fait sûr. son boulot de journaliste. Quand on lui dit ça, il sort le truc, c'est normal. Info RMC Sport, excusez-moi, mais c'est fiable. Si Ah RMC ouais. le sort. Non, mais on mais, n'est pas en train de dire que c'est pas on- une mauvaise info. On est en train de dire que c'est peut-être un contre-feu allumé aussi par la direction de l'OM Oui. pour un peu faire de la fumée pour pouvoir bosser tranquille sur d'autres dossiers. Quoi. On peut aussi appeler Zlatan pour savoir s'il veut partir des États-Unis. Venir à l'OM, hein. Je veux dire, on aurait pu dire ça aussi. Alors, on va pas se poser la question de savoir si c'est crédible ou pas. On vient de le faire. Est-ce que entre les deux joueurs, toi, tu choisirais lequel? Voilà. Entre Balotelli et. Alors, le problème, c'est que je me suis fait tellement incendier sur les réseaux sociaux parce que j'ai dit que Giroud a fait peut-être l'une des plus mauvaises Coupes du Monde qu'il ait fait, que ce soit sur l'Euro et sur la précédente Coupe du Monde. Il a vraiment été mauvais à mon goût. Ouais. Donc, les technico-tactiques, le mec qui me disait mais tu comprends pas son apport sur le terrain du flanc, c'est totalement D'accord. du flanc. Donc je te dirais entre Giroud et Balotelli, ben moi 1000 fois Balotelli parce qu'il a du talent. Giroud, c'est un joueur qui peut apporter à l'OM, qui peut mettre ses 20 buts par saison, mais je préfère les mecs qui ont du talent. moi. Mais oui, après, c'est un peu. En fait, je le trouve vraiment sévère parce que Giroud, c'est un peu le Brandao haut de gamme. Parce que là, on va me dire aussi, ah, t'es Très méchant. bien. Bon, C'est les gars, drôle, c'est que- Brandao, il a pas mis 20 buts en Ligue 1 Non, mais quand il a je- été champion. Ça, c'est- Excuse-moi, plus mais que- si on est champion, c'est grâce à Brandao. Si on est D'accord. en Ligue des Champions l'année Bien sûr. d'avant, c'est grâce à Brandao parce que c'est Ça, un c'est joueur vrai. qui est sous-estimé. Parce Ça, que ça c'est vrai. ressemble à une insulte, Mais mais en pas- fait, c'est plutôt un compliment que je fais à Giroud parce que c'est quelqu'un qui travaille pour l'équipe. Alors forcément, on le voit pas toujours. Ça se voit moins que des buts, ça se voit moins. Là, l'équipe de France a joué super défensif. Giroud, il a abattu un travail défensif. Et après, on s'est reposé sur le talent de Kylian Mbappé. Donc voilà. Après, Giroud, c'est quelqu'un que voilà, comme t'as Supposé dit, talent. Supposé talent. non, quand même pas. Mais c'est quelqu'un qui marque 20-25 buts et c'est un excellent joueur. Et limite, tu prends moins de risques pour moi si tu prends Giroud que si tu prends Balotelli. Mais même si tu Tu as raison, mais je précise bien qu'il n'a pas été bon à cette Coupe du Monde, mais qu'il a été bon avant et que ça fait 2 ans qu'il joue moins Oui, dans puis ses clubs, donc il est moins bien. C'est compliqué de dire qu'il a été mauvais à la Coupe Nico, du Monde, toi, tu quand même, choisis je trouve, lequel? hein. Ah, moi, je prends Balotelli aussi. Ah Après, moi, je crache pas sur Giroud. Il a des qualités. On peut pas nier les qualités de Giroud. Ah ouais. On l'a vu avec Arsenal. Ouais, c'est pas qu'un bourrin. En plus, Giroud, Non, il est capable de pas faire des qu'un bourrin, jolis il est gestes capable de techniques. marquer des Il a super mis des bons buts exceptionnels. Tout à fait. Après, au niveau du profil, c'est pas le même profil. Balotelli, il peut partir de plus loin, il peut faire des passes, il peut frapper de loin. Il a un panel. Mais c'est là où on sent que le mercato de l'OM, en fait, c'est qu'un mercato d'opportunité. On en a déjà un petit peu parlé parce que tous les profils qu'on voit des attaquants, c'est que à chaque fois, c'est des profils complètement différents. Non, mais c'est Donc, pas on se dit- complètement différent. Non, En plus, parce que c'est quand même des mecs qui avant-centre, pèsent. un peu qui pèsent sur des défenses, dans des styles différents, mais c'est quand même Balotelli, Giroud, c'est des 9. pas des Germains, quoi. C'est pas des 9 et demi. L'autre piste révélée ce week-end, c'est encore le retour d'une bonne vieille rumeur, enfin piste en tout cas, c'est Dembélé.
Bon, on va quand même préciser, ça a été une piste réchauffée, puis immédiatement refroidie, parce que c'est le Daily Record qui a dit le Celtic se prépare à un nouvel intérêt de l'OM, et puis l'équipe, ils ont appelé son entourage qui a dit il n'y a aucun contact avec l'OM. Donc voilà. Non, mais ça, c'est pareil, ça sent le réchauffé. En fait, je pense qu'ils vont prendre toutes les rumeurs qu'il y a eu l'été dernier, y compris les vrais contacts, genre Aboubacar, c'est déjà ressorti en début de mercato. Donc ils vont peut-être réchauffer tous les mecs qu'ils ont contactés l'été dernier pour faire des contre-feux. Si ça se trouve, ils vont recruter Mitroglou à la dernière du mercato. Ben, Surtout quand on voit. il a l'air plus affûté que l'année dernière, le micro de Stade quand même. Alors, on la passe rapido cette rumeur parce que ça a l'air. Parce qu'on n'y croit pas. Voilà, peu fondé. Même si c'est un super joueur et que. Mais voilà, c'est intéressant sur le papier. Est-ce que sur le papier, sur le profil, Dembélé ou d'autres jeunes, parce que c'est aussi les infos qui ont été relayées, c'est que l'OM serait aussi sur 2 jeunes joueurs dont les noms n'ont pas filtré. Entre 19 et 21 ans. De 19 voilà, et 21 ans. Il y en a un qui est droitier, je crois. Alors, est-ce que Dembélé en fait partie? On ne sait pas. Mais voilà, est-ce que c'est pas aussi le profil de joueur qui serait sympa à l'Olympique de Marseille, un jeune joueur? La vraie question, c'est qu'on a déjà 2 attaquants. 3 presque. NJ? Non, je ne compte pas lui. Je ne compte pas, c'est un ailier. Pour moi, c'est pas un attaquant, il ne peut pas jouer tout seul. Mais ces 2 jeunes, c'est pas forcément en attaque. Il n'y a pas de Non, mais poste précis, il y a rien. ce que je veux dire, c'est que tout le monde se met focus sur le poste d'attaquant, alors qu'on a déjà quasiment 3 joueurs. Il y a d'autres postes où on n'a que 1, voire la moitié d'un pour certains, qui sont blessés actuellement. Pour moi, il y a des postes beaucoup plus prioritaires que le poste de numéro 9, qui aurait dû être une opportunité, le poste d'attaquant, après avoir vendu certains joueurs. Balotelli, c'est une opportunité. Oui, mais donc, donc, ça veut dire qu'il y avait le défenseur central qui était la priorité. Ça c'est fait. Et c'est un gros pari. Et là, quand je vois ce pari-là, je me dis, j'arrive pas à comprendre la stratégie de l'OM. Je ne comprends pas la logique de mettre ce prix-là sur un défenseur qui a, je crois, qu'une seule grosse saison de Europa League, etc. Je ne veux pas critiquer, au contraire, parce que ça fait plaisir de voir cette prise de risque-là. Mais parce que j'avais un autre joueur en tête qui est parti chez la maison mère de Leipzig, qui est Mukiele, et qui est parti au même montant. Et qui a l'expérience déjà de la Ligue 1. Et tous les recrues qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était vraiment connaissance du marché. C'est même étonnant que Garcia, il prenne un jeune à ce poste-là. Mais moi, il a vu c'est une bonne surprise pour moi. Bon. Mais 2 jeunes, deux jeunes de 19-21 ans seraient dans le viseur. C'est aussi peut-être la nouvelle politique aussi de recrutement. Ils vont pas faire que des trentenaires, hein, parce qu'à un moment donné, l'effectif sera trop renouvelé. Il faut des joueurs bankable en plus. Après, il faut faire, parce que forcément, ça excite un petit peu de lire ça. Après, quand tu lis un peu plus, tu comprends que c'est des jeunes qui viendraient continuer leur progression. Comme le jeune défenseur central qu'ils ont fait à Bergerac. Tout ça, machin. Donc, c'est vraiment très flou ce truc, mais cependant, ce serait. Tu veux dire que le fils de Simeone, il va pas signer à l'OM cet été? Ouais, je pense que par contre là, je sais pas s'il a pas plus de 21 ans en plus. 23 je crois. 23, ouais, donc non, c'est pas lui. C'est pas lui, désolé. Il fait pas parler. C'était 15 l'été dernier, c'est 40 aujourd'hui. Ouais, 40 et encore a priori, il refuse 40 donc. Et Vida, c'était gratuit en décembre dernier. Ça coûte aujourd'hui 15 millions d'euros et ça va à Liverpool. Et j'ai passé seulement 2 ans à faire du lobbying pour le joueur. Allez messieurs, c'est terminé pour les rumeurs, donc on va rapidement passer au bon plan mercato. Vous êtes d'accord? Non. Mourad, t'as un bon plan ou pas? Non. Eh ben, c'est pour ça qu'on a demandé sur Twitter si les gens avaient des bons plans à nous proposer. Donc on va en parler maintenant, c'est les bons plans mercato. Allez, les bons plans mercato, on vous a sollicité, oui. Nous, on a plus d'idées. Zoubi et Rudy ont besoin de vous parce que c'est votre projet, les amis. Ne l'oubliez pas. Alors on les a sollicités. Et on nous a donné quelques bons plans mercato, notamment un jeune du Havre, Moukidi. Qui connaît Moukidi? Qui va en parler? Qui en veut? Bilal, apparemment, tu le connais un peu? J'ai eu l'opportunité de le voir jouer 1 ou 2 matchs avec le Havre, là. Surtout à la reprise, je regardais un peu la Ligue 2. C'est pour dire à quel point je m'emmerdais. Ta vie est trépidante. J'avais les enfants qui n'étaient pas là, je me suis dit, je peux le mettre. Très costaud, hein. Suivi par Rennes. Gros club. Mais attention, ils sont intelligents. Ils sont très intelligents sur les jeunes qui ont vendu Gnagnon 15 millions d'euros à Séville. Ah oui, parce que c'est lui, donc le mec, parce que j'ai entendu parler d'un gars du Havre pour remplacer Gnagnon. Mais qui est suivi aussi par Lyon. Ça aussi, quand c'est suivi par Lyon aussi, c'est intéressant. C'est de la post-formation. Ça rentre dans le cadre des fameux 19-21 ans, des jeunes. Attention, là, ça va vite faire des. Ah oui, et donc, j'en veux pas? Ah, moi j'en veux 1000 fois. 1000 fois. Ah oui. Moi, j'en veux pas.
tout bonnement pour l'instant, défenseurs centraux, on en a combien à virer d'abord? Tu parlais des attaquants, mais. Lofter, Underground. Ouais, c'est ça, quoi. Là, il y en a trop, Sertic et compagnie. Donc c'est compliqué. Alors, juste un truc, j'ai vu passer une rumeur ce matin comme quoi l'OM était dessus. C'est pas l'OM, hein. En traduction espagnole, Lyon, ça veut toujours dire Lyon. Ah ouais, belle, parce que j'avais vu suivi l'OM, mais c'était Lyon. Les Google Trad ont fait le reste, comme dit notre cher ami Mourad, qui en veut ou qui en veut pas. Je ne connais même pas, donc je ne sais pas. Mais alors, après, Nico a raison sur le fait que si tu dégages Ibochan, Abdenour, puis Rolando, il est blessé, Sertic, machin, et que tu le prends, oui, j'en veux, mais bon, je ne le connais pas, donc après, difficile. Alors, on passe à un autre poste, on nous a proposé Ben Yedder, qui est quand même un nom qui revient assez souvent depuis des années et des années. Moi, j'en veux pas parce que c'est trop cher maintenant. C'est qu'une histoire de prix. C'est qu'une histoire de prix. C'est inaccessible maintenant, Ben Yedder, pour l'Olympique de Marseille. On parle de 30 millions d'euros pour ma Ben Yedder. Il faut arrêter. Quoi. Ça rentre un peu dans ce que disait Bilal tout à l'heure sur des joueurs qu'il faut prendre à un certain moment. Moi, je pense que quand il sortait de Toulouse, il fallait le prendre parce que perso, en tout cas, j'aime bien ce joueur parce que techniquement, il sort du futsal, ça se voit. Ouais. Quand il a des très beaux gestes, comme j'adorais Jovetic, parce que je vous vois arriver d'ici, vous allez dire c'est encore un maghrébin, donc c'est pour ça que tu l'aimes bien. Non, Jovetic, je l'adore aussi. Moi, j'aime bien soit les blonds, soit les arabes. C'est pas de ma faute, les gars. Non, mais trêve de plaisanterie, je pense que c'est trop cher maintenant. Allez, on nous a proposé un autre nom. Ce jeune homme s'appelle Iago Aspas. Il évolue au FC Séville. Bilal. Ah non, espagnol, alors, c'est comme ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est trop tard. C'est trop tard. Tu ne pourras jamais toucher un mec qui met plus de 20 buts au championnat espagnol et qui enchaîne les prestations et qui est en équipe nationale d'Espagne. On n'est pas dans cette catégorie-là. D'accord. Sera-t-on dans la catégorie Alcacer du FC Barcelone? Alors ça c'est @benfcb qui me le propose depuis un long moment, qui me dit est-ce que c'est à toi qu'il faut relayer les bons plans mercato, donc j'en profite. Alors je te confirme, c'est bien à Mourad qu'il faut proposer les bons plans mercato. Il en raffole. Et ça lui fait plaisir. Lui envoyer des messages privés rien que pour ça. Non mais en plus c'est un twitto que j'aime bien et qui donc suit aussi le FC Barcelone et qui dit putain, pourquoi on se met pas dessus, ce serait le profil parfait. Bon, c'est quelqu'un qu'on connaît un petit peu. Enfin, je suis pas contre. Après, je le connais pas super bien, même si je viens de dire qu'on le connaissait bien. Mais bon, c'est quelqu'un qui est référencé, quoi, qui est référencé au niveau européen, qui avait fait une bonne saison assez vite, tout ça. C'est un mec qui a besoin de jouer surtout. C'est un mec il a signé au Barça, il a jamais joué. Quoi. Allez, dernier petit nom dans la liste, Trincao. Voilà, ailier gauche de 19 ans, Portugal, Braga. Voilà, c'est ce qu'on m'a mis sur mes fiches. Ce qui est génial, c'est que tous les supporters de l'OM et nous tous autour de cette table-là, quand on regarde un match de foot, on est obligé de dire lui il peut venir. C'est plus fort que nous, on a ce besoin d'aller chercher une pépite. Alors c'est vrai qu'il a brillé là pendant l'Euro, et quasiment toute l'équipe du Portugal, il y a quelques l'attaquant Zé Gomes. Ils sont champions. Hein. C'est vraiment pas mal, l'attaquant du Benfica là. C'est un peu peut-être un Koala Bernardo Silva, c'est ça, le prendre en deuxième division en équipe B du Benfica. Mais oui, ces ailiers là qui font un gros Euro 19. En plus, tu disais qu'il était pas loin de Monaco. Apparemment, il disait que Monaco avait fait déjà une offre de 15 millions. En général, Monaco, Portugal. Ils ont le monopole sur les jeunes. Sur les jeunes portugais. Oui. Alors déjà, sur les jeunes, ils ont le monopole, mais les jeunes portugais, alors là, chasse gardée. Allez, messieurs, Mendes. Attends, il y a un dernier nom qui est beaucoup revenu, c'est Moïse Kean, donc le futur Balotelli. Et vous l'avez vu, sa célébration sur les buts. En plus, qui a célébré. Il a fait une Balotelli, quoi. Il a contracté et tout ce qui va avec. Dédicace. Bon, si tu peux pas avoir le papa, tu prends le fiston. Mais on peut pas l'avoir aussi parce qu'il est déjà à la Juve et que c'est gros espoir. Il a fait très mal à Camara. Il a fait très mal à Camara. C'est vrai. Dans la demi-finale. Camara, je comprends. Alors messieurs, on a parlé de Monaco, du coup on va parler du mercato, des concurrents, voilà, voir ce qui se passe un petit peu chez les autres. Vous êtes d'accord ou pas? Sinon on passe. Hein. Vas-y. Non. Si. Allez, on y va. Allez messieurs, on va essayer de s'intéresser au mercato des concurrents. D'ailleurs, il y a un très bon article, n'est-ce pas Mourad, sur Football Club de Marseille, qui date en fait parce qu'il a été fait jeudi dernier et entre-temps, il y a eu Golovin qui est arrivé, on a vendu Doria, donc il y a eu un peu de mouvement. Voilà, un petit article détaillé que je vous invite à consulter, il est sur le site. Et nous, on va essayer de discuter de ça aussi, de savoir si la concurrence est en avance sur nous ou pas. Est-ce que tu as suivi le mercato de la concurrence? Est-ce que toi, ça t'inquiète de voir que l'OM piétine un petit peu, prend son temps pour recruter par rapport à ce que fait nos concurrents? Si je vais prendre Lyon qui est en avance sur tout le monde, quasiment, qui a vendu personne et qui a recruté déjà en décembre. Voilà. Après, il faut savoir aussi de quoi on parle, si on parle des ventes ou des recrues. Parce au niveau des arrivées, il y a Buffon au PSG.
si on considère le PSG comme un concurrent. Il y a Dubois et Terrier qui sont arrivés on était en sur Lyon, décembre. c'est de l'anticipation ça. Voilà, c'est de l'anticipation, mais en Cet mercato été- estival, il n'y a rien de signé pour le moment. Et il y a Monaco qui a pris tout ce qu'il y avait entre 19 et 21 ans. Moi, Oui, j'annonce ce la sont chute de 6 ou Monaco. 7. Je le dis, tu ne tiendras pas 2 saisons consécutives en faisant partir tes cadres. Et là, ils ont fait partir quand même la pierre angulaire de Le leur problème, système. c'est que chaque année on dit ça avec Monaco. Hein. Ouais, mais ils ont quand même enlevé la pierre angulaire là. Ouais, Fabinho, non, c'est mais je suis quasiment d'accord le avec joueur lui. le À un moment donné, plus Monaco, ça va important. plus passer. Quoi. Moutinho qui est parti Mais quand chez la nouvelle maison de notre ami. Moi, Jean l'année Mendes, dernière, ça va le l'année rendre. dernière aussi, on avait dit la même chose. Hein, et puis en Et fait, puis, oui, mais tu bon, t'aperçois ça, il va pas qu'ils ont s'en un sortir à entraîneur chaque qui fois. arrive Et bien à. Ouais, mais Il faut aussi dire que Monaco recrute beaucoup de jeunes. Donc, tu as eu des mecs comme Tillmans ou Baldé qui ont eu une saison d'adaptation, Exact. qui sont très forts, qui ont de très gros potentiels et qui, à mon avis, cette année, ils vont passer à un cap. Mais ce qui est intéressant, parce que vous avez commencé à en parler, c'est les ventes. Et c'est là, c'est parce que pour moi, on n'a pas pris du retard sur les achats. Parce que, Ben non, parce que je répète, une seule recrue, c'est Buffon à Paris, 2 recrues à Lyon qui ont été recrutées là-bas. Donc finalement. il n'y a que Monaco qui a beaucoup recruté, mais sinon, l'argument en Coupe du Monde, on voit qu'à Lyon, par exemple, ça fonctionne à peu près aussi. C'est vrai qu'ils ont pu recruter pendant la Coupe du Monde, donc on peut voir ça, on peut voir le mercato de l'OM sous cet angle-là. Mais par contre, il y a un autre angle, c'est que tous nos concurrents, ils ont vendu pour au moins 60 millions d'euros. Alors là, c'est impressionnant par contre. Hein. Ça, c'est pas rien parce que le PSG, ils ont fait des ventes chelous, genre Berchiche à 27 millions, on n'a pas trop compris. Bon, ok, mais quand même, ils ont vendu. En plus, ils en ont pas trop besoin, mais quand tu vois que Lyon et Monaco, ils ont tous les deux vendu pour plus de 60 millions d'euros, en fait, ça pose quand même une question au niveau structurel parce qu'on nous a déjà dit qu'on n'est pas trop dans le trading de joueurs, etc. Ça peut être plaisant, sauf que c'est aussi des recettes. Et ça, ces recettes-là, on les a pas. Et quand on voit que Lyon arrive à vendre des mecs comme Diakaby à un certain niveau, ça pose des questions sur la structure de notre effectif, parce qu'on n'a pas de jeunes. Sauf que là, en fait, tu es au début du projet. Donc, Ouais. tu gardes en fait tes meilleurs joueurs. Et du coup, tu peux pas faire enfin, si tu veux garder tes meilleurs joueurs, tu peux pas faire aussi des ventes intéressantes. Non, mais d'accord, mais Lyon, ils n'ont pas vendu leurs meilleurs joueurs là. Ils ont vendu Diakaby, Mateta, Kaulu. Oui, mais ça reste des joueurs peut-être bankable pour. Oui, Ouais, enfin, mais bon, non, mais ils ont surtout très bien vendu quoi. Je pense que vos deux arguments sont recevables et que justement le fait qu'on soit au début du projet, en effet, c'est une chose. Mais après, il y a aussi les joueurs que tu achètes. Tu vois, et Lyon, à chaque fois, ils se positionnent sur des très jeunes. Sur Mateta, genre, on s'est foutu de ça. On a dit, qu'est-ce que c'est ce mec qui débarque de Châteauroux? Il a jamais joué à Lyon, presque. Voilà, sauf qu'au final, tu vois, vu qu'il est jeune, eh ben, tu peux quand même le vendre. Et nous, on achète, les mecs qui viennent pour faire le nombre, eh ben, c'est Abdenour qui a pas loin de la trentaine, c'est Certic, c'est Germain. Là-dessus, moi, ça me pose des questions sur ce qui a été fait là-dessus. Mais bon, après, comme tu dis, on est au début du projet, il fallait reconstruire un effectif. Il y a des erreurs qui ont été faites, il y a des erreurs qui ont été faites à Lyon, à Monaco et à Marseille aussi. Donc voilà, par contre, sur les années à venir, il va falloir regarder ça aussi, les ventes et les achats. Et on est en retard sur les ventes, c'est clair. Bilal, Et toi, ce qui fait peur surtout, c'est qu'on a fini 4e. Donc ceux qui sont les 3 premiers devant nous, Lyon, ils n'ont perdu aucun joueur, ils devaient perdre Fekir, ils l'ont pas perdu. Ils se sont en plus renforcés avec 2 très bons joueurs, dont un que nous voulions. Et le mercato n'a pas commencé non plus. Donc Et il y a je des pense joueurs que tout le monde attend la fin du mercato anglais, le 9 août, et le 14 août italien. Donc dès ces 2 mercatos seront fermés, je pense que ce sera quand même, ça va s'accélérer grandement, parce que certains ont peur de se faire piller quand même. Il va y avoir un panic buy entre le 7 et le 9 août en Angleterre. Je pense que ça va frapper très fort. Moi, messieurs, pour terminer sur cette partie, ma crainte la saison dernière de ne pas finir sur le podium, c'était de me dire Lyon va prendre de l'avance avec le budget Ligue des Champions sur l'Olympique de Marseille dans sa constitution de l'effectif à venir. Est-ce que ça va être le cas à votre avis quand on est à la moitié du mercato? Lyon n'a pas trop bougé, mais ils ont quand même ce potentiel achat. Ils vont bouger. Oula s'est un peu avancé en disant qu'il allait choper. Bon, pour l'instant, c'est compliqué a priori. Mais bon, à l'état actuel des choses, là, aujourd'hui, on a pris un titulaire. Lyon a pris un titulaire. Monaco a pris un titulaire et Paris un titulaire. En gros, c'est ça. En termes de recrutement réel. Donc pour l'instant, les clubs, ils sont aussi un peu en attente. On sait que Paris vont mettre de l'argent, Monaco aussi, ça va arriver. Mais
personne n'a perdu de gros joueurs non plus. Donc pour l'instant, on ne le voit pas. Mais financièrement, il va y avoir une grosse différence, c'est sûr. Par contre, financièrement aussi, il y a un truc sur lequel je voulais aussi revenir. Parce que si on va il y a des chiffres qui sont sortis sur les tournois, sur le tournoi auquel participent le PSG et Lyon. Et bon, il varie un petit peu entre la France et RMC, je pense qu'il parlait de 6 millions pour la participation du PSG, et El Mundo en Espagne qui disait que ce sera entre 9 et 15 millions pour les clubs qui participent. Et c'est énorme, et ces sommes-là, même si c'est que 6 millions pour un tournoi estival, on a vu que le PSG, là, ils ont envoyé leur U19 jouer contre Arsenal. Si tu récupères des sommes comme ça aussi, tu vois, c'est des petits trucs, on grignote parce qu'on regarde toujours les arrivées, on se dit, oh putain, il faut les arrivées, la Ligue des Champions. Ok, c'est une manière de voir les finances du football, mais après, tu as tous ces petits à côté, tu as la participation à ce genre de tournoi qui rapporte de l'argent. Peut-être que la gestion du Vélodrome, ça pourra apporter quelque chose dans ce sens-là. Mais pour le moment, on l'a pas. Et tu as les ventes des joueurs où aussi, on n'a pas eu cet axe trading et on en a l'air d'avoir du mal à vendre. Donc voilà, c'est là où on est en retard pour le moment. Mais comme tu as dit aussi, on est au début du projet, donc ça avance. Allez messieurs, le mercato ça suffit, j'en ai ma claque, j'en ai marre. On parle de ça à chaque émission. Moi ce qui m'intéresse, c'est le jeu. C'est la tactique, c'est ce qui passe sur le terrain. Donc j'ai imposé dans cette émission une partie tactique aujourd'hui et c'est maintenant. Donc moi je suis rentré de vacances, mais j'ai fait ma BA quand même hier soir. Je me suis rematé en replay le match face au Sporting. C'était pas facile, hein. J'avoue que j'ai un peu avancé. Tu seras récompensé dans l'autre monde. Ouais, c'était vraiment une purge. Mais c'était intéressant quand même de voir Garcia qui a mis en place une équipe qui n'a pas beaucoup changé parce que les joueurs ont quasiment joué tout le match, mis à part Sakai et Anguissa qui est sorti sur blessure. Donc là on avait Pelé, Gustavo, notre ami Sakai. Et là on avait Hugo Chan. Donc Amavi, Sarr, Sanson, Anguissa, Payet normalement, NJ et Germain en pointe. Donc le système était comme ça. Donc moi ce que je voulais juste voir, c'est deux choses qui m'ont marqué en position défensive et en position offensive avec le ballon. Donc à la récupération, souvent, ce 4-4-2, ce 5-2-3 à peu près, on avait l'ailier qui allait presser, l'attaquant qui allait presser. Alors c'est souvent d'ailleurs notre ami Payet qui se retrouve là puisqu'il est toujours axial. Et on avait un des deux milieux, que ce soit Zambo ou Sanson, qui venait aussi au pressing ici. Et donc l'autre qui restait là. Et là, le défaut de ça, parce que je pense que Garcia il voulait aller chercher haut pour récupérer et jouer en profondeur avec la vitesse. Mais ce qui s'est passé souvent, c'est que le bloc défensif était un peu bas, les latéraux avaient tendance à trop redescendre. Et donc du coup, il y avait trop d'espace ici. Et vu que les Portugais ils étaient bons techniquement, ça partait dans le dos, là ça devait sortir pour compenser et ça partait dans les couloirs avec des centres et il y a eu beaucoup de situations dangereuses à cause de ça. Donc ça c'était un petit peu le défaut de ce système-là sur ce match. Et l'autre chose qui m'a marqué, c'est quand ils avaient la balle, l'OM par contre, là on voyait vraiment que ça jouait différemment. Parce qu'on avait sur cette base-là de 3 attaquants, c'était une touche par exemple sur un côté, ce n'est pas Amavi qui faisait la remise, mais c'était bien Hugo Chan. Donc on se retrouvait comme ça, avec nos deux milieux de terrain, et là, notre Payet, il était plus comme ça, et ça ressemblait plus à ça. Donc on voit bien que la volonté de Garcia, c'était vraiment de jouer vers l'avant et d'avoir un bloc qui pressait les Portugais. Mais ça n'a pas trop marché parce qu'au niveau de la technique de passe, ça a été un carnage. Je crois que la Provence a fait déchets toxiques. Et en fait, on peut aussi dire que contre le Betis Séville, un autre match qui n'a pas été très très bon techniquement, c'était aussi un 3-5-2. C'était pas tout à fait les mêmes joueurs. Sakai, par exemple, il me semble qu'il n'était pas là pour ce match. Il venait juste. Ouais, c'était Abdenour qui offre un but. Tu avais Amavi aussi qui en offre 2, même d'ailleurs un penalty. Et c'est vrai que il y avait beaucoup de failles dans ce système aussi. Et là, par contre, les latéraux, ils avaient été un peu plus hauts et ça n'avait pas été top. Après, est-ce que, comme tu dis, le problème, c'est que il y a beaucoup de déchets techniques. Ça, il faut être propre parce que tu n'as pas beaucoup de ballons, tu n'as pas la balle, c'est les Portugais qui l'avaient, donc il fallait leur faire mal à chaque fois. Mais après, l'avantage des matchs amicaux, c'est que c'est une préparation physique. Donc, oui. comme ils travaillent le matin, plus la muscu le midi, plus le match le soir. Mais on peut quand même se demander si ça ne va pas être le système qu'il va utiliser lors du premier match, parce qu'il va lui manquer Rami, Caleta Char, et qu'il va vouloir se rassurer en mettant Gustavo, parce que ça avait à peu près marché la saison dernière.
Moi, je trouve ça dommage parce qu'effectivement, il est plus au milieu et on voit la différence. En plus, Casanova, on joue contre Toulouse, donc Casanova. Est-ce qu'il joue toujours avec 2 attaquants aussi? Souvent avec une défense à 3. Donc en fait, tu peux aussi calquer le système parce que contre le Betis, par exemple, c'était aussi une défense à 3 ou à 5. Donc il s'en était servi un petit peu pour calquer ce système-là. Donc c'est à voir. Après, c'est sûr que, comme tu dis, je pense que là, le gros défaut de ce système, c'est que Gustavo, il est en défense centrale. Et que donc, au milieu de terrain, c'est très difficile. C'est difficile. Ouais, je sais pas, parce que c'est vrai que sur les vrais matchs l'an dernier, quand Gustavo était en défense centrale, tu sentais qu'il manquait quelque chose au milieu. Oui. Mais là, sur les matchs amicaux, j'ai toujours du mal à me dire, parce que c'est vrai que là, je sentais que dans les intentions, tu vois, il y avait pas. Ils y allaient pas à fond, et puis Non, mais ils sont pas à La 100%. tendance des matchs amicaux, c'est de voir qu'est-ce que peuvent apporter les jeunes. Ça sert à ça, simplement les matchs amicaux, et parce puis qu'on à se leur remettre donne la en chance. route physiquement. Là, ils ont Et pas joué. eux, les joueurs qui ont l'habitude d'être titulaires, ils vont monter en puissance et ils seront prêts normalement à partir de la 2e ou 3e. Mais là, il a pas fait de changement sur ce match-là. Non, Ouais, mais il c'est a l'objectif, attendu, c'est qu'ils ouais. les poussent là à être prêts, mais Et donc, du coup, ça pourrait ressembler à ça, mais on sait que c'est une solution de secours. Ouais. On sait Et très puis, bien qu'il ne va pas jouer dans ce système-là toute la saison. il y a un autre truc qui était marquant aussi sur ce match contre le Sporting, c'est que j'avais l'impression à la récupération de balle, c'était poum, en moins de touches de balle Ouais, possible, il fallait d'envoyer Ouais, ce que je NG. disais, tu avais une pression Et- vraiment comme ça. NG qui va plus vite qu'Mbappé. Voilà, et NG qui sait courir, donc et en fait j'avais l'impression que c'était aussi une espèce d'exercice, genre là sur ce match les gars, on tente de lancer NG dans le dos, et c'était, je sais pas si... Enfin, je pense que c'était physique, et puis il y avait ce truc un peu technique, tactique, et puis réessayer la défense en 3. Après bon, et Donc, tout ça verra. pour conclure, il faudra quand même, s'il commence la saison comme ça face à Toulouse, il faudra qu'il y ait un meilleur équilibre parce que plusieurs fois, certains tentaient le pressing haut et le bloc ne suivait pas. Il faut que le bloc soit vraiment beaucoup plus homogène pour que ça tienne. Et sinon, il va y avoir des espaces même face à Toulouse. Et pour ça, il faut être bien physiquement, tu vois, pour remonter, pour que en tant que défenseur central, tu montes, etc. Merci messieurs pour ce petit point tactique, c'était très intéressant. Ouais, Ça te vraiment. plaît ça? Ouais, c'était vraiment bien fait, technologie, c'était une technologie de pointe. Les fameuses, comment ça s'appelle déjà, les fameuses palettes. On va te remercier, c'est la fin de Merci cette à vous. émission. On rappelle Free Couch for Fun. Allez, tous les supporters de Marseille qui ont un canapé, ouvrez vos portes pour OM Toulouse. Il y a énormément de demandes de supporters qui viennent de loin, qui veulent venir voir le match. Donc la plateforme sera dispo à partir de fin de semaine normalement. Vous pourrez vous connecter et proposer un canapé pour tous Et ces déjà supporters. beaucoup de demandes. on Énormément va de dire. demandes qui viennent de toute la France et même de l'étranger. OM Toulouse, je pense que ça va être un match où il va y avoir du Il faut monde. dire que c'est une grosse affiche. C'est aussi. Et Ah, c'est un mais- vendredi soir. Et c'est aussi surprenant. C'est le aussi. premier match de la saison, Premier tout le match monde attend cette saison, que cette saison redémarre. Et justement, j'en profite pour vous donner rendez-vous pour ce premier match de la saison au Vélodrome, la Fancam, ça repart. Donc venez nous voir. Alors avant le match aussi pour parler, pour faire l'avant-match avec nous, mais surtout après le match pour débriefer tout ça. C'est la Fancam, ça repart dans une petite quinzaine de jours, c'est ça, même pas. Même pas. Ouais, vendredi soir. 10 jours, une dizaine. Nico, merci. Mourad, merci. Vous avez rien à vendre, c'est bon. Les petits trucs perso, non, c'est le moment, hein. Sinon plus rien. Non, plus rien. Tu voulais- Si, je vais vendre à Benoît. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous. Prochaine émission jeudi. Ciao, ciao.